1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu Dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Ce soir. Aujourd'hui, nous côtoyons un taux de disponibilité autour de 78% et nous pouvons dire que les forces armées béninoises sont pleinement opérationnelles. Je vais profiter de cette occasion pour saluer la bravoure de nos hommes qui sont actuellement sur le terrain et demander que une intention soit faite à ceux qui ont perdu la vie. Il y a un programme cohérent pluriannuel pour assurer la montée en puissance des forces armées béninoises. Aujourd'hui, nous envisageons construire 32 bases opérationnelles avancées, donc des mini-casernes modernes équipées, et 112 PAF. C'est l'ambition à terme. On a remarqué depuis 2016 qu'il y a eu une vague de recrutement. De 2019 à aujourd'hui, nous sommes à 9700 recrues. Nous aborderons ensemble les grands enjeux de la défense nationale, les stratégies mises en place pour assurer la sécurité des citoyens ainsi que les perspectives pour les années à venir. Nous ambitionnons d'avoir une armée forte, redoutable, capable d'inspirer la peur auprès des assaillants. Bonne soirée sur la nationale. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici les titres. À la une de l'actualité, des clarifications du directeur général des infrastructures de transport au Bénin. Combien a réellement coûté la réalisation des routes allant du port autonome de Cotonou au carrefour Bioguera? Jacques Ayadji refute les chiffres avancés par le porte-parole du parti Les Démocrates. Bientôt, les élections à l'Union africaine. Qui pour remplacer Moussa Faki Mahamat? 3 candidats sont en lice pour briguer la prochaine mandature. Leur portrait est à suivre dans le dossier politique de ce jour. Enfin, hors de nos frontières, le président congolais Félix Tshisekedi s'adresse à la nation hier sur les attaques que subissent le pays. En Europe, les ministres de l'Intérieur de 27 pays de l'Union européenne se réunissent à Varsovie et aux États-Unis, la prison Guantanamo s'apprête à recevoir des milliers de détenus. C'était là les titres, sans transition, le déroulement, mais avant le développement, le politique dissocié du technique pour la bonne marche des collectivités locales, c'est la politique de décentralisation en cours au Bénin sous le régime de Patrice Talon. Après quelques années de mise en œuvre, les populations l'apprécient, suivant quelques citoyens au micro de Jérôme Humba. Il est au-delà des visionnaires. J'ai servi dans les mairies, communes et tout ça là pendant 25 ans. Et j'ai vu tout ce qui se faisait, tout ce qui se passait. Mais avec l'avènement des SE au niveau des communes, ça arrête toutes les dérives. Ça arrête complètement toutes les dérives. Parce qu'ils sont, ils sont des élus, ils sont des hommes politiques. Et ils ont des redevances vis-à-vis de leur électorat.
Et tout ça là amène les gens à ne pas pouvoir fonctionner normalement. On veut remercier les gens. On veut remercier les gens et ils passent à côté. Ils n'ont pas la main libre. Ils ont des parrains politiques, ils ont un électorat à défendre. Mais l'avènement des SE, ça arrête tout ça là, et complètement. À l'accoutumée, quand on venait ici, il fallait faire toute une file. Et là, je suis venu pour retirer un document et j'ai pu le faire en quelques minutes. C'est la preuve quand même qu'il n'y a plus de file. C'est la preuve que le service a quand même changé, quelque chose a changé. L'accueil, ça a changé parce qu'aujourd'hui, quand vous exhibez le nom du secrétaire exécutif, quand même tout le monde a peur. Tout le monde a peur et puis on est obligé de vous satisfaire. Ça, quand même, je crois que c'est à l'actif du gouvernement pour cette réforme et c'est à saluer. Dans les années passées, à Bono ici, notre manière de mobiliser les fonds était autre chose. Mais aujourd'hui, là, quand les réformes sont arrivées, on nous a, nous en tant que chefs de village, on nous a montré la voie par laquelle nous allons passer pour mobiliser les ressources. Beaucoup de choses ont changé en bien. Il y a le recrutement dans l'administration locale là, qui a vraiment changé. C'est aujourd'hui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Avant là, les politiciens placent les leurs et ils font de l'administration ce qu'ils veulent. Avec les réformes, la reddition de comptes se passe plus bien. Il faut le dire, nous participons à toutes les étapes de la reddition de comptes. Surtout en tant que CPC, nous sommes associés. Et des fois, c'est nous qui imposons les thématiques. Auparavant, quand vous venez à la mairie pour des légalisations, pour des services, il se trouve que vous ne trouvez pas le personnel en place. Mais avec l'arrivée du SE, du secrétaire exécutif, et l'absence s'oppose. Le retard au travail, ça a cessé. C'est une réforme nécessaire. Et si elle n'existait pas, c'est qu'elle doit exister. Et heureusement, c'est arrivé. Et nous remercions le chef de l'État qui a compris que sans cette réforme, le développement à la base ne serait pas une réalité. Et parlant toujours de collectivités locales, vous allez le voir, l'une des pierres angulaires de la bonne marche de la décentralisation, c'est le CEFAL, le Centre de formation pour l'administration locale. Quelles sont ses attributions et surtout, comment évolue-t-il à ce jour? Le ministre de la décentralisation apporte quelques éléments de réponse. Suivons plutôt. Le CEFAL est à pied d'œuvre et est sollicité fortement dans le cadre de cette réforme. Il n'y a pas de semaine, depuis que la réforme a été implémentée, il n'y a pas de semaine que le CEFAL ne soit pas sollicité pour le renforcement de capacités aussi bien des élus, que ce soit le maire, ses adjoints, les chefs d'arrondissement, les présidents de commission, les conseillers communaux sans charge, mais aussi les cadres, aussi bien tirés du fichier que les autres membres du personnel de la commune, en tout cas de la mairie. Il n'y a pas de semaine, je le dis, que des plans de formation ou de renforcement de capacité ne soient programmés de concert avec la cellule chargée du suivi et du contrôle de la gestion des communes pour pouvoir accompagner tous ces acteurs, disons, dans la mise en œuvre de la réforme. Nous avons, au titre du PAG, prévu même reconstruire le CEFAL et faire du CEFAL un centre à vocation régionale. Les plans architecturaux existent déjà. Tout ça a été fait et transféré au ministère en charge du cadre de vie pour voir si ça tient la route. Après, les appels d'offres seront lancés pour que le CEFAL soit relooké. Mais en matière de compétences, le CEFAL est pleinement engagé dans la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et travaille au quotidien. Autre actualité, en bref à présent, le procès complot contre l'autorité de l'État a connu son épilogue ce jeudi. Le verdict est tombé. Olivier Boko et Roch Nyeri sont reconnus
Coupable de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics, Oswald Omeki, lui, est reconnu coupable de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Ils ont écopé chacun de 20 ans de réclusion criminelle, 4,5 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Ils doivent payer solidairement 60 milliards à l'État. La Cour ordonne en outre la confiscation de tous leurs biens connus et non encore connus, du milliard 500 millions qui devrait servir à l'opération, du véhicule 4x4 retrouvé au domicile d'Oswald Omeki, ainsi que le montant de la police d'assurance souscrite au nom du colonel Tevo Edjere, commandant de la garde républicaine. Les autres accusés, à savoir Corneille Baguidi, comptable de la société GTP, Ganiou Sanoussi, le chauffeur de Omeki, et Adjigbekoun, ont été acquittés. Ces derniers recouvrent leur liberté dès ce soir. Roch Nyeri étant en fuite, Olivier Bokor et Oswald Omeki ont 15 jours francs pour interjeter appel. Combien a coûté la réalisation des routes quittant le port autonome de Cotonou au carrefour Bioguera? Lors d'une récente déclaration, Guy Mitokpe, porte-parole du Parti Les Démocrates, évoquait 35 milliards de francs CFA, une somme bien loin de la réalité, selon le ministre conseiller Jacques Ayadji. Il apporte des clarifications lors d'une sortie médiatique, l'essentiel de ses propos avec Gloria Oni et Alexis Kenom. J'ai suivi avec beaucoup d'étonnement le représentant ou le porte-parole du Parti Les Démocrates a affirmé que le gouvernement de Patrice Talon a réalisé 5,7 km de route à 35 milliards. C'est fait preuve de méconnaissance des règles élémentaires qui déterminent les marchés publics. Parce que je suppose que le porte-parole de ce parti a dû emprunter une fois ce boulevard-là parce qu'il a dit que c'est l'infrastructure la plus appréciable. Ce sont ces mots que le gouvernement a réalisés. Ça veut dire qu'il a dû constater sur le terrain que ce boulevard n'a pas été réalisé en une fois deux voies ou en deux fois une voie. Si vous prenez le boulevard, vous allez voir que nous avons la section la moins large est de 2 fois 2 voies. Nous avons des sections de 2 fois 2 voies. Nous avons des sections de 2 fois 3 voies. Nous avons des sections de 2 fois 4 voies. Quand on dit 2 fois 2 voies, ça veut dire que vous pouvez avoir 2 véhicules côte à côte dans un sens de circulation et 2 véhicules côte à côte dans l'autre sens de circulation. Il parle de 35 milliards. Ce n'est pas 35 milliards de francs CFA. C'est plutôt 37. Je lui ajoute 2 milliards de plus. C'est plutôt 37 milliards 739 millions 434 140 francs CFA TTC. Et si ce parti politique était un parti de gouvernement, il aurait compris que dans ces 37 milliards-là, il y a 18% de TVA qui reste dans les caisses de l'État. Il y a 1% d'enregistrement qui reste dans les caisses de l'État et 0,5% de taxes sur les marchés publics qui reste également dans les caisses de l'État. Lorsque nous enlevons tout ça des 37 milliards, nous trouvons une valeur de 30 milliards 380 millions 244 483 francs CFA hors taxe. Et c'est ça qui est le montant le plus significatif. Il y a 1 milliard 120 millions 26 976 francs CFA qui ont été payés au cabinet qui a effectué le suivi et le contrôle des travaux. Et il y a également 98 millions 553 554 qui constitue le montant payé au cabinet qui a fait l'audit du projet. Si bien que globalement, les 19 à peu près 20 km de route dont il parle, qu'il confond à 5,8 km, est plutôt de 29 milliards 161 millions 663 957 francs CFA, ce qui donne
un coût moyen au kilomètre de 1 503 566 000, soit 11 francs CFA. Pour une lutte plus efficace et plus efficiente contre la corruption au ministère du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse peut désormais compter sur le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. L'autorité ministérielle a reçu de vive voix l'engagement du Haut Commissaire ce jour au cours d'une audience à son cabinet. Occasion aussi pour elle de présenter quelques actions menées pour la prévention de la corruption dans son département. Adidjatou Matisse et Jacques Migan interviennent respectivement au micro de Génial Afouda Monsi-Agboka et Alexis Sekwemon. Depuis 2016, disons, début 2017, avec la dématérialisation de la gestion des actes de carrière, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ceci a permis la réduction des contacts, donc prévenir quand même la corruption. Ensuite, en dehors de ça, et vous le savez, il n'y a qu'aujourd'hui, les pensionnés n'ont plus besoin de produire les 32 pièces avant de bénéficier de leur pension, étant donné que sur les 32 pièces, il y a au moins 28 qui sont des actes de carrière qui sont produits par l'administration. Je me réjouis de ces grandes réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon à travers le ministère du Travail et de la Fonction publique. Ces réformes qui rencontrent la vision du Haut Commissariat. Je crois que c'est ensemble que nous allons évoluer, travailler. Ce qui va se faire, et beaucoup se faire, Madame la Ministre, c'est la communication. Il faut que ce que nous avions vu soit régulièrement communiqué au grand public, pour que les gens sachent. La dématérialisation qui diminue énormément la corruption. C'est le nid même de la corruption, quand on ne l'avait pas. Nous suivons, avant notre nomination, ce qui se passait dans tous les ministères, et surtout au niveau de ce gouvernement. Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour ce travail que vous avez abattu avec vos collaborateurs, vos collaboratrices. Et nous allons œuvrer, nous allons travailler ensemble. Parce que votre ministère, c'est le socle même. Interrogation à présent, quelle est la quantité de gaz à effet de serre générée directement ou indirectement par le port autonome de Cotonou dans ses activités? L'entreprise décide d'une auto-évaluation. Tenez, elle lance ce jour le projet de réalisation du bilan carbone des activités portuaires du port. L'événement s'est déroulé à Cotonou. Le détail avec Fifame Atadeji Okoundé et Wenceslas Arwanyima. Insécurité alimentaire, pénurie d'eau, inondations et maladies infectieuses. Les catastrophes issues du changement climatique se font nombreuses et menacent au quotidien les populations. Ces maux dont souffre l'environnement sont dus aux activités humaines. Réduire les effets du changement climatique se révèle donc une urgence. C'est dans cette optique que s'inscrit le port autonome de Cotonou. Poumon de l'économie béninoise, il initie un projet ambitieux, la réalisation du bilan carbone des activités portuaires du port de Cotonou. Le port de Cotonou a une responsabilité majeure dans la réduction de son empreinte carbone. Le bilan carbone que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement une obligation réglementaire ou une simple formalité, mais c'est aussi la mise en œuvre d'un engagement de notre politique environnementale et la promotion du développement durable dans nos activités. Cela inclut les émissions liées aux navires, aux camions, aux engins de manutention, ainsi qu'à l'ensemble de nos installations portuaires. Cette démarche vise à identifier, quantifier et réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités portuaires. C'est nécessaire parce que le port de Cotonou est dans une chaîne internationale de ports internationaux qui échangent à l'international. Et comme vous le savez, l'Organisation maritime internationale a pris des résolutions pour travailler dans le sens de la transition écologique. C'est une initiative vraiment salutaire et que nous encourageons. Ça permet de voir que notre port est un modèle respectueux de l'environnement. Cette prestation, c'est aussi l'occasion, à la demande expresse du port autonome de Cotonou,
d'un effort d'accompagnement et de formation des équipes des services environnement, de telle sorte qu'à terme, elles puissent être en capacité elles-mêmes de réaliser ces bilans carbone. Passeport 2, qui est financé par la Belgique, Proport, qui est financé par l'Union européenne, mais qui est exécuté par l'Agence belge de développement Enabel. Ce sont des projets qui ont une durée de vie de 5 ans à peu près, donc ils vont prendre fin entre 2028 et 2030. Donc on est encore pour plusieurs années aux côtés du port, aux côtés du service environnement, et j'allais dire indirectement à vos côtés aussi, bien sûr. La décarbonation du port autonome de Cotonou présente un avantage utile à la survie des populations environnantes. Il faut s'attendre à une amélioration de la qualité de l'air dans la zone portuaire. C'est fini pour la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, responsable d'associations des professionnels des médias, directeurs d'organes de services publics et autres techniciens ont eu droit ce jeudi matin à la lecture du rapport de la dite session. Les précisions avec Alexis Kenom et Arnaud Adadja. Lecture de rapport et discours de clôture, c'est ce qu'il faut d'abord retenir. Dans un élan de partage fait de rigueur et de ponctualité, ces conseillers de la 7e mandature et leur président viennent, après plusieurs mois d'actionner les machines pour amener les pouvoirs publics à réagir face à certaines doléances. Au cours de la dite session, les conseillers ont examiné 27 rapports et ont pris 10 décisions, notamment régulation des médias, délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias, opérationnalisation de la TNT, création du bureau de vérification de la publicité, appel à candidature pour les propositions à la nomination par le président de la République en Conseil des ministres, des directeurs généraux et des directeurs des organes de presse du service public, fonctionnement et visibilité de la HAC et enfin les activités menées. Grâce aux sacrifices consentis, on s'achemine très certainement vers le bout du tunnel, dira-t-on, par rapport à la libération de l'aide de l'État à la presse attendue depuis 9 ans. 9 ans, pratiquement, c'est beaucoup d'argent et nous en avons besoin et je crois que c'est nous-mêmes qui ne sommes pas mis en position de les avoir. Mais désormais, nous commencerons à les avoir, croyez-moi. Entre autres actions à saluer et figurant dans le même rapport, la réduction des commissions au sein de la HAC se trouve ici précisée. Nous sommes en train de réussir à réviser le règlement intérieur de la HAC. Ce n'était pas évident, hein? C'est passé comme si c'était quelque chose de facile dans le rapport. Nous avons déposé le projet devant la Cour constitutionnelle pour son avis de constitutionnalité parce que notre règlement intérieur, c'est la Cour constitutionnelle qui met ça en vigueur, pas une décision. Pour rappel, c'est depuis le 19 septembre 2024 que la seconde session portant l'étude des points liés à la révision de certains tests et la prise de décision de suppression de certains médias a démarré. Rendez-vous dans un mois pour la prochaine session. Dès février prochain, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine vont se retrouver à Addis Abeba en Éthiopie au siège de l'institution. Ils y vont pour élire le remplaçant de Moussa Faki Mahamat, actuel président de la Commission de l'Union africaine. Ils sont 3 candidats en lice pour briguer pour la prochaine mandature. Qui sont-ils et quelles sont leurs chances? Réponse dans le dossier du jour que nous proposent William Aguiar et Igor Ayoso. La Commission de l'Union africaine est le secrétariat de l'Union africaine. Elle assure les activités quotidiennes de l'Union. Basée à Addis Abeba en Éthiopie, ses fonctions consistent à représenter l'Union et à défendre ses intérêts sous l'autorité et sur le mandat de la Commission et du Conseil exécutif. La Commission représente l'exécutif, le gouvernement, c'est-à-dire tout ce qui est planifié, tout ce qui est réfléchi. Lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre, il est important qu'on fasse recours à cette commission. Dirigé depuis janvier 2017 par le Tchadien Moussa Faki Mahamat, il passe le témoin en février prochain à un nouveau président. 3 candidats sont en lice. Les 3 profils sont des profils atypiques et très différents les uns des autres. Il y a le Djiboutien, Youssef Ali, il y a le Malgache, il y a le Kenyan, Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya. Il est sans doute le plus connu des 3 candidats au poste de président de l'Union africaine. Raila Odinga, âgé de 79 ans,
Ses priorités, travailler à obtenir pour le continent 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, travailler à améliorer l'accès à l'éducation, aux soins de santé, au développement des infrastructures et au commerce intra-africain. Sécurité et stabilité, les priorités de Mahmoud Ali Youssouf, 58 ans, et ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis 2005. Le diplomate s'engage à renforcer la sécurité régionale et à favoriser l'unité au-delà des clivages linguistiques et culturels en Afrique. La croissance économique sera le combat du malgache Richard Randriamandrato. Économiste et financier, il entend libérer le potentiel économique de l'Afrique avec des mesures progressives en vue d'une libéralisation totale du commerce, de sorte à garantir une croissance économique inclusive. Aussi diplomate de carrière, il compte résoudre les questions de stabilité des États et de crises multiformes. Dans une logique beaucoup plus objective et qui prend en compte plusieurs paramètres, les candidats sont là, mais n'ont pas forcément les mêmes chances. Vous allez certainement constater que si vous suivez l'actualité, qu'aujourd'hui, même dans la course, on ne parle plus que de 2 candidats. Il s'agit bel et bien du Kenya et du Djibouti. Maintenant, quand vous regardez ces deux, vous comprenez que les chefs d'État africains vont encore être confrontés à un choix. Parce que du côté du Kenya, on parle beaucoup plus de l'économie. Mais quand vous écoutez le Djiboutien, il s'inscrit dans une logique de rupture et de se concentrer sur une priorité que tout le monde voit, que tout le monde vit, mais qu'on ignore, qui est cette question de la sécurité et de la paix. Raila Odinga, c'est quelqu'un de fort tempérament qui pourrait être très intéressant à la tête de la Commission de l'Union africaine. Le malgache, qui pendant longtemps a été ministre des Affaires étrangères dans son pays, et le Djiboutien, qui pour moi coche beaucoup plus de cases que les 2 premiers. Des 3 candidatures, une semble, à la lecture des analystes, avoir des atouts certains sur les autres prétendants au poste, au regard de son profil, de ses soutiens et de son parcours. La plupart des facteurs d'influence dans le choix des chefs d'État semblent aller dans le sens du Djiboutien. Et quand je dis la plupart des facteurs, je tiens compte de presque tous les facteurs. C'est le seul candidat qui peut s'exprimer en 3 langues. Et il s'exprime correctement en ces 3 langues. Il a été déclaré comme celui qui est soutenu par la communauté islamique. Et Djibouti représente un centre géostratégique. Pour être porté à la tête de la Commission de l'Union africaine, le candidat doit obtenir une majorité des 2 tiers des États membres de l'organisation. Un exploit qui nécessite souvent des alliances régionales et des négociations stratégiques. Les personnes sélectionnées dans l'OME pour l'obtention des secours nationaux du gouvernement au titre de l'année 2024 reçoivent déjà les fonds. Le lancement officiel de cette opération a eu lieu dans la commune d'Adjara ce jeudi. C'est une initiative de la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance. Les précisions avec Viti Saroche et Calvador Arouanou. 66 personnes sélectionnées dans les communes d'Adjara et d'Avrankou reçoivent ainsi les appuis financiers du gouvernement dans le cadre des secours nationaux au titre de l'année 2024. Cette mise à disposition des fonds est la dernière étape d'un processus d'identification. Au terme du processus, pour le compte de l'année 2024, 357 bénéficiaires ont été retenus pour être appuyés dans le département de l'Ouémé, soit 166 personnes indigentes, 134 personnes âgées et 58 personnes handicapées pour un montant global de 24 640 000 francs contre 17 600 000 francs CFA en 2020. Pour le compte de l'année 2024, 31 personnes indigentes, 24 personnes âgées et 11 handicapés sont les premiers bénéficiaires des secours nationaux à Avrankou et à Adjara. Je remercie aussi notre président, notre très cher président. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, les personnes handicapées et personnes en situation difficile. On le remercie infiniment. L'enveloppe qu'ils nous ont remis afin que notre vie, notre situation de vie soit améliorée, mener des activités, je les remercie infiniment. Dans le processus de désignation de ces personnes, le conseil communal est totalement impliqué. Tout d'abord, nous les accompagnons
Et pour les enquêtes, nous faisons tout pour qu'au moins ceux qui sont dans le besoin réel, qu'on puisse les soutenir et les accompagner. Les secours nationaux sont des appuis non contributifs et non remboursables accordés aux personnes démunies et handicapées. L'actualité sur le continent reste toujours marquée par les attaques que subit la ville de Goma en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation congolaise hier. En Europe, les ministres de l'Intérieur de 27 pays de l'Union européenne se réunissent à Varsovie pour discuter des questions d'immigration. On fait le point de l'actualité à l'international avec Bruno Swali. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, prend enfin la parole. Resté silencieux depuis le début de l'offensive sur Goma, il s'est adressé à la nation dans une allocution retransmise à la télévision nationale. Le chef du gouvernement congolais a reconnu une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'Est et a dit vouloir rassurer les Congolais. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre les terroristes et leurs parrains est en cours, a assuré le chef de l'État congolais, louant les forces armées congolaises en dépit de leur revers presque systématique face au M23 et à ses alliés rwandais. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Face à la progression constante du groupe armé antigouvernemental M23 et des forces rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo, le président congolais refuse de s'avouer vaincu et a mis en garde sur un risque d'escalade aux conséquences imprévisibles dans la région. François Bayrou assiste à l'audience solennelle de la rentrée 2025 de la Cour des comptes, le Premier ministre français ayant demandé lors de son discours de politique générale à la Cour un diagnostic financier des régimes de retraite. Le plan de 15 milliards d'euros qui s'est déployé de 2018 jusqu'à fin 2023 n'a pas atteint son objectif premier de réforme structurelle d'envergure touchant à l'acquisition et à l'enrichissement des compétences tout au long de la vie. L'ambition de transformation structurelle, initialement portée dans un rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry en 2017, a fait l'objet d'un abandon immédiat. 27 ministres de l'Intérieur issus des pays de l'Union européenne se réunissent à Varsovie pour une réunion informelle concernant les questions migratoires, alors que les victoires électorales de l'extrême droite dans plusieurs pays ont conduit à un durcissement de la position de Bruxelles à l'égard des arrivées irrégulières. L'immigration est de retour au cœur de l'agenda européen avec un net durcissement de ton dans un contexte de poussée de la droite et de l'extrême droite. Au cours des discussions, la question des retours. Actuellement, moins de 20% des décisions d'expulsion sont suivies d'effets au sein de l'Union européenne. Le président américain Donald Trump signe une loi anti-immigration. Il déclare également vouloir que la prison militaire américaine du Guantanamo, normalement réservée aux détenus accusés de terrorisme, se prépare à accueillir jusqu'à 30 000 migrants sans papier. Il a ensuite promulgué la première loi votée depuis son investiture le 20 janvier dernier, qui est un texte anti-immigration prévoyant la détention automatique des personnes en situation irrégulière si elles ont été condamnées ou poursuivies pour certains crimes et délits. La prison de Guantanamo a été ouverte en 2002 à l'intérieur d'une base militaire américaine située sur l'île de Cuba. C'est sur cette note que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.